Sur cette chaîne, nous vous proposons des histoires incroyables de chevaux sauvages, de leur beauté et de leur caractère indompté. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. L'Ouest américain s'étend comme une vaste toile sauvage, un horizon sans fin de plaines poussiéreuses, de collines ondulantes et de formations rocheuses déchiquetées qui s'enflamment au soleil du soir. C'est un pays où la nature règne, où le vent raconte des histoires anciennes, et où les mustangs sauvages, descendants de chevaux espagnols amenés il y a des siècles, errent encore en liberté. Ils galopent à travers les vastes étendues avec une grâce et une sauvagerie qu'aucune clôture ni frontière ne peut contenir. Dans le silence de l'aube, leurs silhouettes apparaissent et disparaissent dans le ciel qui s'éveille, rappelant à tous ceux qui les observent la beauté brute et sans filtre de la liberté. Parmi ces bandes sauvages, un mustang se démarquait. Il était plus imposant que la plupart, avec une robe couleur terre battue et une crinière sombre qui flottait comme une bannière au vent. Son regard exprimait une certaine férocité. Non seulement l'instinct de survie propre à toutes les créatures sauvages, mais aussi une solitude endurcie, comme s'il avait connu plus que sa part de perte. Il ne courait pas avec un troupeau. Il ne suivait pas les talons de tête et ne participait pas aux batailles pour les juments. Au lieu de cela, il s'attardait aux abords des vallées et des crêtes, toujours à l'affût, toujours seul. Certains disaient qu'il avait été chassé par un étalon plus jeune et plus fort. D'autres murmuraient qu'il avait perdu son troupeau lors d'un hiver rigoureux et qu'il n'en avait jamais retrouvé un autre. Quelle qu'en soit la raison, le mustang solitaire se déplaçait tel un fantôme à travers le pays, apparaissant soudainement au loin, pour disparaître aussi vite qu'il était apparu. Les éleveurs et les voyageurs qui l'apercevaient s'arrêtaient, émerveillés, frappés par la beauté et la tristesse qu'il portait à chaque pas. Dans le folklore américain, le mustang a toujours été le symbole de l'esprit inébranlable, de la rébellion, de la résilience et de l'âme indomptable de la frontière. Ce cheval, si solitaire et pourtant si farouchement vivant, semblait incarner tout cela et bien plus encore. Il était la liberté incarnée, et chaque battement tonitruant de ses sabots sur la terre ferme était une déclaration qu'il ne se laisserait pas conquérir. Mais même la nature sauvage a ses ennemis, et même les animaux libres peuvent tomber. À mesure que le mustang s'enfonçait dans des territoires inconnus, le paysage commençait à changer. D'anciens signes d'intrusion humaine apparurent. Clôtures oubliées, outils rouillés et barbelés enfouis à demi invisibles sous les broussailles. Il huma l'air, les oreilles frémissantes, mais ne découvrit aucun signe avant-coureur. Le sol, qu'il avait toujours porté avec grâce, recelait soudain un danger caché. Ce qui se produisit ensuite allait transformer la lutte silencieuse d'un animal solitaire en une histoire entendue dans tout le pays. Et tout commença par ce premier pas vers le fil d'acier scintillant caché sous les broussailles. Le terrain était aussi impitoyable que magnifique. Des crêtes déchiquetées s'élevaient comme des ossements anciens. Des lits de ruisseaux asséchés tranchaient le terrain tels des cicatrices et des touffes d'herbes cassantes émergeant de couches de poussière. Ce n'était ni un pâturage impeccable ni une réserve protégée. C'était une nature sauvage et brute, façonnée par des siècles de soleil, de vent et de tempête. Et pourtant, dans certaines zones de ce territoire accidenté, des vestiges de la présence humaine persistaient obstinément, à moitié enfouis et rouillés, vestiges d'une ancienne époque d'élevage depuis longtemps oubliée. Les barbelés, autrefois utilisés pour délimiter le territoire et contenir le bétail, gisaient emmêlés et brisés à des endroits étranges, tordus par le temps et les intempéries. Certaines clôtures s'étaient effondrées sous leur propre poids, leurs poteaux penchant comme des soldats fatigués. D'autres étaient dissimulés sous l'armoise ou les cactus cholla, attendant silencieusement tels des pièges tendus et abandonnés. Pour l'œil non averti, ce n'étaient que des débris. Mais pour une créature aussi rapide et confiante qu'un mustang sauvage, c'était un piège mortel. Le mustang solitaire avançait avec assurance sur ce lopin de terre, ses sabots craquant légèrement sur le sol sec. Il avait erré au loin, peut-être à la recherche d'eau, ou simplement par instinct. Ses oreilles pivotaient d'avant en arrière, à l'écoute du doux bourdonnement des insectes et du cri lointain d'un faucon qui tournoyait au-dessus de sa tête. Il était alerte, conscient, mais il n'avait aucune raison de craindre un danger venant d'en bas. D'un pas imprudent, tout a basculé. Sa patte avant s'enfonça dans une boucle de fil barbelé dissimulé sous un rideau de broussailles.
Les pointes acérées lui transpercèrent la chair instantanément, et le Mustang se cabra avec un grognement surpris. Mais plus il tirait, plus le fil s'enfonçait profondément. La panique s'empara de lui. Il se débattit et se tordit pour tenter de se libérer, mais les barbelés s'accrochèrent comme des griffes, resserrant sa jambe. Du sang commença à ruisseler sur la poussière, et une odeur de fer emplit l'air. Il tomba lourdement, son corps heurtant le sol avec un bruit sourd qui résonna dans le désert. Puis il se releva, les narines dilatées, la poitrine haletante, les muscles tremblants sous l'effort. Aucun troupeau n'entendait son combat, aucun autre Mustang n'accourut. Juste le silence, l'immensité du désert et le lent ruissellement de son propre sang s'infiltrant dans la terre. Les barbelés s'étaient enroulés comme un serpent autour de sa jambe, entaillant profondément sa peau et ses tendons. Des lambeaux de peau pendaient, déchirés et à vif. Ses yeux roulaient de terreur, mais il ne voyait pas ce qui le liait, seulement la douleur et la confusion. Plus il se battait, plus il se faisait de mal. La conception cruelle du fil, censé arrêter même le bétail le plus récalcitrant, s'avéra efficace. Il resta immobile un instant, les flancs haletants, le sang coulant le long de sa jambe en longues lignes sombres. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, sa queue frémissant faiblement. Du fond de sa poitrine, un hennissement entrecoupé s'échappa. Un son trop faible pour être secouru, trop brut pour être ignoré. Il tourna la tête comme s'il cherchait quelque chose. De l'aide, de l'espoir, une issue. Mais la terre ne lui donnait rien. Il était seul. Le soleil tapait sans pitié, brûlant le sol comme le métal. Les mouches commencèrent à se rassembler, attirées par l'odeur des plaies ouvertes. Le Mustang tremblait de douleur et d'épuisement. Chaque respiration était laborieuse, chaque minute plus longue que la précédente. La nature l'avait trahi. La liberté qui avait toujours été son don était devenue une prison. Et il se tenait là, prisonnier du silence, attaché à une relique de l'humanité depuis longtemps oubliée. Un Mustang solitaire, mis à genoux non par un prédateur ou une tempête, mais par quelque chose de bien plus tragique. Les vestiges insouciants d'un monde dont il n'a jamais demandé à faire partie. Le soleil commençait sa lente descente à l'horizon du désert, projetant de longues ombres sur le terrain accidenté. L'air était lourd de chaleur et de silence, de ce genre qui fait hésiter même les oiseaux à chanter. Sarah Mitchell, une photographe animalière chevronnée d'une trentaine d'années, a ajusté la sangle de son sac photo et a scanné le paysage. Elle s'était aventurée seule, comme souvent, espérant apercevoir des Mustangs sauvages dans la lumière dorée du crépuscule. Cette partie du haut désert, isolée et rarement parcourue, était connue pour sa beauté imprévisible. Elle avait vu des coyotes, des lièvres d'Amérique, une fois, un lynx roux, mais les chevaux sauvages avaient toujours échappé à son objectif. Alors qu'elle atteignait une petite crête, son souffle se bloqua. En contrebas, dans un ravin peu profond, se tenait un cheval massif, puissant et visiblement en détresse. Même de loin, elle pouvait distinguer les stries sombres qui couraient le long de sa patte, l'étrange angle de sa posture. La tête du Mustang était basse et ses flancs tremblaient à chaque respiration. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas une observation d'animal ordinaire. Quelque chose clochait. Elle sortit son appareil photo presque par habitude, zoomant pour mieux voir. Ce qu'elle vit lui retourna l'estomac. Des barbelés étaient étroitement enroulés autour de la patte avant du cheval, mordant profondément la chair. Du sang brillait dans la lumière déclinante du soleil, et le sol sous ses pieds était taché de rouge. La Mustang déplaça son poids et trébucha, émettant un son étrange et guttural qui fit froid dans le dos de Sarah. Elle resta figée un long moment. Elle avait déjà entendu parler d'animaux piégés, pris dans des collets ou des clôtures abandonnées, mais le voir en vrai était différent. Ce n'était pas seulement une photographie. C'était une créature vivante, qui respirait, et qui souffrait. Son instinct lui disait d'être prudente. Les chevaux sauvages étaient imprévisibles, même dans les meilleures conditions, et celui-ci était blessé, effrayé et acculé. Un mouvement brusque pourrait le faire réagir, ce qui pourrait lui faire encore plus de mal. Elle regarda autour d'elle.
Il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde, pas de réseau, et pas de temps à perdre. L'idée de s'éloigner, de laisser le cheval mourir seul ici, lui serrait la poitrine. Sarah fit lentement un pas en avant, les mains levées dans un geste de paix. Les oreilles de la Mustang tressaillirent et ses yeux se posèrent sur elle. Elle s'arrêta, le cœur battant. L'animal ne bougea pas, ne chargea pas, se contentant de l'observer, cherchant à savoir si elle était une menace de plus ou la première lueur d'espoir qu'il avait aperçue depuis des jours. « Je ne te ferai aucun mal », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. Elle recula lentement, sachant qu'elle ne pourrait pas libérer le cheval seul. Elle avait besoin d'aide, et vite. Elle se retourna et remonta la crête, cherchant déjà un meilleur signal. Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas ce cheval. Ni maintenant ni jamais. Sarah gravissait la pente rocailleuse, ses bottes glissant sur le gravier meuble, l'adrénaline la submergeant. La vision du Mustang blessé tournait en boucle dans son esprit, le sang, la peau déchirée, le regard désespéré. Elle serrait son téléphone dans une main, les doigts tremblants, le levant haut, à la recherche d'un signal. Rien, juste le vide, pas de réseau, qui la narguait en haut de l'écran. La panique s'installa. Elle était à des kilomètres de la route la plus proche, au cœur d'une zone sauvage, sans personne autour pendant ce qui lui sembla être 160 kilomètres. Le soleil déclinait rapidement, et avec lui, la température allait chuter. La Mustang n'avait plus beaucoup de temps. Elle arpentait la crête, essayant de se souvenir du dernier endroit où elle avait reçu un signal ou une crête étroite à environ 800 mètres. Cela signifierait abandonner la Mustang, même pour un court instant, une pensée qui la rendait malade. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle se déplaçait rapidement, le cœur battant au rythme de ses pas, esquivant les cactus et se faufilant à travers les sauges. La poussière collait à sa peau trempée de sueur et ses poumons brûlaient. Mais elle ne s'arrêta pas. Lorsqu'elle atteignit enfin la crête, elle décrocha son téléphone. Une barre lumineuse s'alluma. Elle se figea sur place, respirant à peine, et composa le numéro du poste de garde forestier le plus proche qu'elle avait enregistré dans ses contacts lors d'un précédent voyage. La sonnerie retentit. « Service de garde forestier, ici Pete », dit la voix, calme et lente. « Bonjour, je m'appelle Sarah Mitchell. Je suis photographe près de Red Mesa Trail. J'ai trouvé un Mustang sauvage. Il est coincé dans des barbelés et saigne abondamment. J'ai besoin d'aide immédiatement. » Il y eut un silence. « Pouvez-vous me donner les coordonnées exactes ?» Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, débitant les données GPS, priant pour que le signal tienne. « Il est dans un ravin, à environ 15 minutes de marche de chez moi. Il est gravement blessé. S'il vous plaît, je ne pense pas qu'il puisse passer la nuit. » D'accord, restez calme. Je transmets ceci à l'équipe régionale de sauvetage animalier et j'envoie un garde forestier immédiatement. Ça va prendre du temps. Vous êtes dans une zone isolée. Combien de temps? Sa voix se brisa. 1 heure, peut-être plus, mais nous arrivons. À la fin de l'appel, le poids de l'impuissance revint. 1 heure, peut-être plus. Elle repartit vers le ravin, aussi vite qu'elle l'osait. L'idée de la Mustang se vider de son sang toute seule lui donnait l'impression que chaque seconde durait une éternité. Lorsqu'elle l'atteignit, il n'avait pas bougé. Sa tête était basse, les flancs à peine relevés. Le vent s'était levé, soulevant la poussière en volute autour d'eux. Sarah était assise à bonne distance et lui parlait doucement, d'une voix assurée malgré le tremblement de ses mains. Elle ne savait pas s'il comprenait, mais elle voulait qu'il entende quelque chose d'humain, de bienveillant. Le fil de fer lui enfonçait encore profondément la jambe, et le sol sous lui était noir de sang. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais elle pouvait rester. Alors elle le fit, regardant la lumière décliner, le cœur empli de peur, s'accrochant à l'espoir que les secours arriveraient à temps. Les derniers rayons du soleil avaient disparu à l'horizon lorsque Sarah aperçut les phares illuminer la crête. Un soulagement la submergea. Elle se leva et agita les bras, faisant signe dans la pénombre. Quelques minutes plus tard,
2 véhicules tout-terrain apparurent en grondant et s'arrêtèrent juste en contrebas de la montée. 3 silhouettes en sortirent, 2 en uniforme de rangers et une en civil, portant un lourd sac à dos. Ils avançaient avec une urgence silencieuse, leurs bottes crissant doucement sur le gravier et l'herbe sèche. « C'est vous qui avez appelé ?» demanda un homme grand, à la barbe fournie et à la peau usée par les intempéries. Son badge indiquait Rhys. « Oui. » Sarah hocha la tête en désignant la pente. « Il est juste là, dans le ravin. Il n'a pas beaucoup bougé. » La 3e silhouette, une femme nommée Dr Elena Ruiz, vétérinaire d'une unité régionale de sauvetage de la faune sauvage, s'avança, enfilant déjà des gants. « Il va falloir y aller doucement, » dit-elle. « S'il panique, il pourrait se déchirer la jambe en essayant de se défendre contre le fil. Allons d'abord observer la situation. » Ils ouvrirent l'arrière d'un des véhicules et en sortirent des sacs de sport et des valises. À l'intérieur se trouvaient des pinces coupantes, du matériel de traumatologie, des rouleaux de gaz, des sprays antiseptiques et un kit de tranquillisants contenant de longues seringues déjà préparées. Chaque outil avait une utilité. Chaque geste était méthodique. Sarah ramena l'équipe sur le sentier étroit qu'elle avait emprunté plus tôt, le faisceau de sa lampe torche vacillant au-dessus des rochers et des buissons. À l'approche du ravin, le Mustang s'agita, ses oreilles frémirent à ces bruits inhabituels, et il laissa échapper un grognement sourd et essoufflé. « Là » murmura Sarah. « C'est lui. » Les sauveteurs s'arrêtèrent, accroupis. Vue sous cet angle, la scène était encore plus poignante. Le fil était profondément enfoncé dans la jambe. Le sang s'était incrusté dans le pelage du Mustang, les plaies ouvertes luisant sous le faisceau d'une lampe torche. Le poitrail du cheval se soulevait et s'abaissait par à-coups brefs et superficiels. Le docteur Ruiz sortit une paire de jumelles et étudia la posture du Mustang. Il était épuisé, peut-être en état de choc. Avec un peu de chance, nous pourrons l'endormir sans combattre. Rhys prépara la fléchette. Pendant que le fusil tranquillisant était chargé, un autre garde forestier, un jeune homme nommé Ellis, déplia une couverture pour l'utiliser comme store de fortune si nécessaire. « J'ai vu des chevaux comme ça s'enfuir quand on s'approche, » murmura-t-il. « Même blessés, ils se battent jusqu'à leur dernier souffle. » La tension était palpable. L'équipe savait qu'un faux pas pouvait empirer les choses. Un mouvement brusque, une fléchette mal placée, un bruit trop fort. Sarah regardait derrière elle, les poings serrés. Son cœur se serrait en voyant le cheval dans cet état, mais elle devait désormais faire confiance aux professionnels. Ruiz se mit en position et visa. La fléchette siffla dans l'air et frappa l'épaule du Mustang avec précision. Il tressaillit, mais ne se releva pas. Les secondes passèrent comme des minutes, le temps que le sédatif fasse effet. Sa respiration ralentit, et finalement il s'affaissa au sol en gémissant, les yeux fermés. « Allez, allez, » dit Henrik. L'équipe s'est précipitée. D'une main experte, ils ont coupé le fil autour de sa jambe. Chaque coup était délibéré et prudent. Le fil se détachait en spirale, révélant de profondes lacérations. Le sang coulait à nouveau, mais au moins les déchirures avaient cessé. Le docteur Ruiz nettoya immédiatement les plaies, appliquant un anesthésique local, avant de les bander de gaz et de les bander hermétiquement. Il aura besoin d'antibiotiques, mais l'hémorragie est maîtrisée pour l'instant. Nous avons une chance de le sauver. Ils travaillèrent en silence pendant encore 20 minutes, chacun concentré et solennel. Sarah se tenait à proximité, les yeux humides d'émotion. La Mustang, autrefois seule et coincée, était maintenant entourée de mains qui ne demandaient qu'à l'aider. Dans ce moment fragile de calme sous un ciel plein d'étoiles, il avait l'impression que l'espoir avait enfin retrouvé son chemin vers lui. Le temps semblait s'être arrêté sous le ciel nocturne tandis que l'équipe de secours s'accroupissait autour du Mustang blessé, désormais sous sédatif mais respirant encore bruyamment. Chaque mouvement devait être précis, chaque outil utilisé avec précaution. Un faux pas pourrait être fatal, non seulement pour la Mustang, mais aussi pour les sauveteurs agenouillés à ses côtés. Le docteur Elena Ruiz s'agenouilla près de la jambe blessée du cheval.
Le faisceau de sa lampe frontale éclairait l'amas de barbelés incrustés dans la chair. On commence par les boucles extérieures, ordonna-t-elle d'une voix basse mais autoritaire. Ne tirez pas. On coupe au plus près de la peau. Si elle se contracte, reculez immédiatement. Le garde forestier Andry maintenait la jambe immobile, ses mains gantées agrippant la blessure juste au-dessus. À côté de lui, le garde forestier Ellis positionnait soigneusement la pince coupante. Le premier coup de feu résonna comme un coup de feu dans l'air immobile, et la Mustang tressaillit, un réflexe malgré la sédation. Tout le monde se figea. « Il va bien, docteur », dit Ruiz en observant le rythme de sa respiration. « Continuez. » Une à une, les boucles barbelées furent coupées et retirées. Chaque traction provoquait un filet de sang ou un spasme musculaire. Le fil s'était enroulé plusieurs fois, certaines barbes ayant disparu sous des couches de tissu. Ruiz travaillait avec un petit scalpel et une pince, soulevant des morceaux de métal torsadés sous la peau, tout en tamponnant un antiseptique sur les plaies à vif et exposées. Il a lutté avec acharnement, murmura Ellis, la voix nouée par l'émotion. C'est profond. Sarah observait à quelques mètres de distance, les mains sur la bouche. Elle voyait la douleur endurée par l'animal, la chair déchirée, les contusions, le désespoir absolu dans chaque marque laissée par les barbelés. La carrosserie de la Mustang, autrefois si fière et intacte, semblait désormais fragile à la lumière des lampes. Au bout de près d'une demi-heure, le dernier fil de fer fut coupé. Ruiz laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Ça y est. Il est libre. Mais le travail n'était pas terminé. Il fallait rincer abondamment les plaies ouvertes. Ruiz utilisa une solution saline en flacon souple, irriguant soigneusement chaque coupure. Le cheval tressaillit de nouveau et fit signe à Rix. Une autre demi-dose de tranquillisant. Il faut qu'il reste calme pendant tout ce temps. Dès que le deuxième sédatif a fait effet, l'équipe s'est mise au travail, nettoyage, pansement et fermeture des plaies. Une gaze a été appliquée sur chaque zone, puis un pansement vétérinaire élastique a été appliqué pour maintenir le tout en place. Certaines coupures étaient trop profondes pour un simple pansement et nécessiteraient des soins vétérinaires dans les jours à venir. Ruiz les a marquées au crayon gras pour une intervention ultérieure. Ensuite, il a fallu s'hydrater. Le garde forestier Ellis a apporté un récipient d'eau pliable et a délicatement inséré un tube dans la bouche du Mustang, pressant lentement l'eau pour qu'il puisse avaler sans s'étouffer. La Mustang n'a pas résisté. Était-ce par épuisement ou par confiance? Impossible de le dire. On a fait tout ce qu'on pouvait, dit finalement Ruiz en se levant et en étirant son dos douloureux. Il a besoin d'antibiotiques, de fluide et d'un endroit pour récupérer, mais il est stable et vivant. L'équipe resta silencieuse un moment, les yeux rivés sur le Mustang blessé qui, malgré tout, respirait encore, se battait encore. Le même cheval qui avait autrefois erré librement et sauvagement, et qui avait failli mourir seul, était maintenant entouré d'étrangers qui avaient commis l'impensable, lui donner une seconde chance. Ce n'est pas fini, dit Rix doucement. Mais c'est un sacré bon début. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus du ravin, cette délicate opération de minuit témoignait du lien fragile mais puissant entre la compassion humaine et l'esprit indompté de la nature. De retour en ville, le Mustang étant transporté en toute sécurité vers un centre de réhabilitation pour animaux sauvages, Sarah a publié une photo sur ses réseaux sociaux, prise quelques instants avant l'arrivée des secours. On y voyait le Mustang debout dans le ravin, une patte ensanglantée et empêtrée dans des barbelés, les yeux écarquillés par la peur mais toujours brûlants de vie. Elle a ajouté une légende, ce Mustang sauvage a lutté pour survivre, seul et piégé. Ce soir, il est en sécurité parce que des personnes ont pris soin de lui et ont agi. S'il vous plaît, ne l'oublions pas. En quelques heures, la publication a connu un succès fulgurant. Elle a d'abord été partagée par des amis, des randonneurs et des amis des animaux. Puis sont arrivées les pages les plus importantes, les associations locales de protection de la faune sauvage, les groupes de sauvetage équins et les défenseurs de l'environnement. Au matin, l'histoire était devenue virale. La boîte mail de Sarah débordait de messages d'inquiétude, d'encouragement et de questions sur la manière d'aider.
Une courte vidéo qu'elle avait tournée aux seulement 10 secondes de la Mustang hennissant faiblement à l'approche des secours avait profondément touché la corde sensible. C'était cru et douloureux à regarder, mais cela captait tout. Le désespoir, la lutte et la petite lueur d'espoir. Les chaînes d'information locales ont été les premières à relayer l'information. Un Mustang solitaire coincé dans des barbelés a été secouru par un photographe et des gardes forestiers, titrait Channel 7. Les journalistes ont interviewé Sarah et les membres de l'équipe de secours, rediffusant la vidéo avec des commentaires émouvants. À partir de là, les médias nationaux ont emboîté le pas. À la fin de la semaine, l'histoire avait fait le tour du pays, et même de l'étranger. Les dons ont afflué. Les associations de sauvetage de la faune sauvage ont commencé à recevoir des fonds inattendus de la part de personnes qui n'avaient jamais entendu parler des Mustangs auparavant. Un éleveur à la retraite a envoyé un chèque accompagné de la mention suivante, « Ceci est pour le cheval et pour ceux qui ne l'ont pas abandonné ». Des bénévoles se sont engagés pour aider à dégager les clôtures abandonnées des zones protégées. Des hashtags comme #SaveTheMustang et #WildButworthy ont commencé à se répandre en ligne. Pour Sarah, c'était bouleversant, mais profondément émouvant. Ce qui avait commencé comme une randonnée solitaire était devenu quelque chose de bien plus grand. Les gens ne réagissaient pas seulement à l'image d'un Mustang blessé. Ils réagissaient à ce qu'il représentait, la fragilité de la beauté sauvage, les dommages causés par la négligence humaine et le pouvoir indéniable de la compassion. Et malgré tout cela, la Mustang, autrefois sans nom et oubliée, était devenue un symbole d'espoir. Sous la faible lumière de l'aube, la Mustang fut soigneusement chargée dans une remorque renforcée pour le transport d'animaux. Encore sonné par les sédatifs, mais stable, il reposait sur un lit de paille tandis que le camion s'éloignait du lieu de sauvetage. L'équipe conduisait lentement et régulièrement, minimisant chaque bosse et chaque virage. Leur destination était le sanctuaire Sky Haven, un centre de réadaptation équine très respecté niché au bord d'une vaste réserve où les chevaux sauvages étaient traités avec dignité et soin. Au sanctuaire, une équipe de vétérinaires et de soigneurs attendait en silence, prête à intervenir. Dès l'ouverture des portes de la remorque, la vétérinaire en chef, le docteur Amanda Shaw, a évalué l'état du Mustang. « Il est costaud », a-t-elle déclaré, admirant l'endurance silencieuse de l'animal. La plupart n'auraient pas tenu aussi longtemps que lui là-bas. Le Mustang a été soigneusement conduit dans un enclos de quarantaine tapissé de sable doux pour protéger ses blessures. Au cours des heures suivantes, il a reçu des perfusions intraveineuses, des antibiotiques et un nettoyage plus approfondi de ses plaies. Ses sabots ont été inspectés, sa respiration surveillée et des radiographies ont été prises pour s'assurer qu'aucun os n'avait été fracturé pendant son enfermement. Miraculeusement, à part de profondes lacérations et une légère perte de poids, il n'avait aucune blessure interne majeure. Le chemin vers la guérison fut long. Le Mustang, encore épuisé et méfiant, évitait tout contact, mais n'attaquait pas. Il passa ses premiers jours principalement allongé, reprenant des forces. Les soigneurs lui laissèrent de l'espace, ne pénétrant dans son enclos que pour lui donner à manger, à boire et lui prodiguer des soins. Il mangeait avec prudence, privilégiant le foin de luzerne trempé dans de l'eau tiède, puis commença progressivement à accepter d'autres aliments à mesure que ses forces revenaient. En 2 semaines, il a commencé à se tenir debout avec plus d'assurance, à faire quelques pas et à écouter avec une oreille attentive lorsqu'on l'approchait. Bien que toujours sur ses gardes, des signes de confiance se manifestaient, un mouvement d'oreille vers la voix d'un soignant, une pause avant de reculer, un moment d'immobilité occasionnel plutôt qu'une fuite. Pendant ce temps, le monde extérieur ne l'avait pas oublié. Le sanctuaire partageait régulièrement des nouvelles de l'état du Mustang sur les réseaux sociaux. Des vidéos de lui boitant prudemment dans son enclos, les oreilles dressées, suscitaient des réactions émotionnelles sur Internet. Des messages ont afflué de la part d'enfants qui avaient fait des dessins de lui, de vétérans qui trouvaient de l'espoir dans sa survie et d'amoureux des chevaux qui voulaient connaître son nom. Le sanctuaire a donc lancé une campagne de recherche de noms. Des milliers de suggestions ont été reçues, mais un nom est ressorti en tête, répété dans des centaines de commentaires et de courriels, Spirit. Cela lui convenait parfaitement. Esprit à un survivant, un symbole,
une étincelle de quelque chose de sauvage et d'indompté qui refusait de s'éteindre. Le nom a été officiellement annoncé dans une vidéo touchante montrant le Mustang levant la tête au son de son nouveau nom prononcé doucement par un soignant. Bien que son corps porte les cicatrices du fil et de la solitude, Spirit avait trouvé quelque chose de plus puissant que la peur, la connexion. Et à chaque petit pas qu'il faisait dans sa guérison, il tirait sur le cœur de milliers de personnes qui regardaient et applaudissaient de loin, encourageant le retour de la nature sauvage dans un cheval courageux et blessé. Les mois passèrent, et la transformation de Spirit fut tout simplement remarquable. Ses blessures se transformèrent en longues cicatrices pâles sous un pelage lisse, et sa démarche boiteuse s'estompa au fil des semaines de thérapie. Même s'il ne serait plus jamais le même qu'avant, il était fort, alerte et de plus en plus agité, des traits qui ont amené le personnel du sanctuaire à faire face à la question la plus difficile de toutes. Était-il prêt à retourner dans la nature? Ce n'était pas une décision prise à la légère. Certains Mustangs, blessés ou traumatisés, ne pouvaient plus survivre dans la nature. D'autres, même s'ils en étaient physiquement capables, portaient la sauvagerie dans leurs yeux, un feu qui refusait d'être enfermé. Spirit était l'un de ces derniers. Il observait les champs ouverts au-delà de son enclos avec un profond désir. Il s'était méfié des clôtures. Il hennissait aux cris lointains des autres chevaux sauvages qui rôdaient près des frontières du sanctuaire. Après une évaluation minutieuse et une série de tests, notamment de mobilité, de réaction et de maîtrise, les vétérinaires et les gardes forestiers du sanctuaire ont approuvé la décision. Spirit serait relâché dans une zone sauvage protégée, une vaste réserve surveillée où d'autres Mustangs errent librement mais en toute sécurité sous la protection fédérale. Le jour de sa libération arriva par une matinée calme et dorée. Le personnel du sanctuaire, Sarah et plusieurs des sauveteurs qui l'avaient sauvé se rassemblèrent silencieusement près de la porte de transport. La porte de la remorque s'ouvrit et, pendant un bref instant, Spirit resta immobile, les oreilles tremblantes, les narines dilatées. Puis il s'avança sur la terre meuble. Un silence régnait tandis qu'il contemplait l'immensité du paysage, collines ondulantes, hautes herbes et le faible bruit d'un troupeau lointain. Il s'arrêta, la tête haute, les muscles tendus, puis sans hésitation, il galopa. Ses sabots tonnaient contre le sol alors qu'il chargeait à travers le champ, soulevant la poussière. Sa foulée était puissante, chaque pas lui redonnant la sauvagerie qu'il avait presque perdue. Et puis, au loin, un petit groupe de Mustangs est apparu sur une crête. Ils le remarquèrent, l'un d'eux hennit et l'esprit répondit. Les observateurs essuyèrent leurs larmes lorsqu'il rejoignit le troupeau, ses mouvements assurés et gracieux. Il était de nouveau libre. Spirit avait reçu une seconde chance, non seulement de survivre, mais de vivre la vie telle qu'elle était censée être, indomptée, intacte et chez elle. Dans le calme qui a suivi la sortie de Spirit, l'histoire du Mustang solitaire piégé dans des barbelés s'est installée dans le cœur de beaucoup, laissant un profond rappel de l'équilibre délicat entre le progrès humain et la beauté sauvage de la nature. Ce qui a commencé comme un sauvetage désespéré est devenu bien plus que cela, un symbole de ce qui peut arriver lorsque la compassion rencontre l'action et lorsque les gens choisissent de protéger plutôt que d'exploiter la terre et ses créatures. Pour ceux qui ont eu un impact direct sur la vie de Spirit, du randonneur qui a refusé de s'éloigner à l'équipe de secours qui a tout risqué pour le libérer et au personnel du sanctuaire qui l'a soigné, l'expérience a suscité un profond sentiment de responsabilité. Ils ont réalisé que leurs efforts ne visaient pas seulement à sauver un cheval, mais à reconnaître les conséquences plus larges de la présence humaine dans les espaces sauvages. Les barbelés qui avaient piégé Spirit n'étaient pas un hasard. C'était un signe de négligence, un rappel que les clôtures et le développement continuent de fragmenter les habitats et de mettre en danger les créatures qui y vivent. Dans les semaines qui ont suivi le sauvetage, les groupes locaux de conservation ont profité de l'attention que l'histoire de Spirit avait attirée pour plaider en faveur de réglementations plus strictes sur les clôtures dans les corridors fauniques sensibles. Ils ont fait pression pour obtenir des fonds afin de retirer les clôtures des ranchs abandonnés et de créer des passages sûrs pour les animaux sauvages. Les législateurs en ont pris note et une nouvelle initiative a été proposée pour équilibrer les besoins des propriétaires fonciers avec la protection de la faune. Un effort visant à préserver la liberté des Mustangs sauvages et d'autres espèces indigènes sans compromettre les moyens de subsistance des éleveurs.
L'histoire de Spirit est devenue un catalyseur de changement, la preuve qu'une seule vie peut inspirer une communauté entière à repenser sa relation avec l'environnement. Au-delà de la politique, l'impact émotionnel s'est fait sentir partout. Les personnes qui n'avaient jamais pensé au sort des chevaux sauvages se sont senties poussées à faire un don, à faire du bénévolat et à sensibiliser le public. Les écoles ont inclus l'histoire de Spirit dans les cours sur l'empathie et la gestion. Les groupes de médias sociaux dédiés à la conservation de la faune sauvage se sont renforcés, alimentés par l'espoir qu'un acte de gentillesse pourrait effectivement déclencher une vague de transformation positive. L'esprit lui-même est devenu un symbole vivant non seulement de survie mais d'unité entre les humains et la nature. Son voyage depuis la douleur et l'isolement jusqu'à la liberté et la confiance fait écho à une vérité intemporelle, le monde sauvage dépend de nous autant que nous dépendons de lui. En fin de compte, le message derrière le miracle était clair. C'était un appel à l'action enveloppé d'espoir. Un rappel que même face aux difficultés et aux préjudices, la compassion peut prévaloir. Lorsque nous nous unissons pour protéger les personnes vulnérables, nous affirmons quelque chose de profondément humain, notre capacité à prendre soin des autres, à les guérir et à honorer l'esprit sauvage qui est en chacun de nous. L'héritage de Spirit perdure dans le cœur de ceux qui l'ont sauvé, dans les champs ouverts où il court désormais librement, et dans la résolution tranquille d'un monde qui apprend à coexister avec la nature, une étape à la fois.